Donc l'Ordre des architectes est ravi de vous accueillir ici au Salon des maires pour pouvoir échanger sur votre relation, monsieur le maire et madame l'architecte, autour, et oui vous étiez faits l'un pour l'autre, autour du projet de l'école maternelle de Gomeny, qui est l'extension de l'école élémentaire existante et qui a constitué le groupe scolaire Antoine de Saint-Exupéry. Donc, je suis ravie d'accueillir monsieur le maire, monsieur Guillost, et l'architecte, madame Amélie Fontaine, qui vont nous parler du projet, de la genèse du projet. On a envie de savoir comment est-ce que ce projet finalement est arrivé dans la commune. Est-ce que c'était un projet qui était à l'origine une volonté, un besoin, un souhait des habitants, et puis vous allez nous raconter l'élaboration du projet, comment est-ce que tout ça a été constitué. Je vous poserai peut-être de temps en temps des questions, mais je vous fais confiance, si j'appuie sur on, je vais avoir du mal à vous arrêter. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce projet n'était pas un projet de l'équipe municipale au moment des élections. C'est une fois arrivé à la mairie, à la gestion quotidienne des écoles, qu'on s'est aperçu que l'école maternelle posait beaucoup de difficultés en termes d'entretien, avec des éléments qui tombaient du mur. Parfois, il fallait intervenir toutes les semaines dans l'école, et puis des problèmes de fonctionnement, puisque c'était une ancienne école primaire qui avait été transformée en maternelle. Et par exemple, les enseignantes devaient habiller les enfants pour aller aux toilettes qui étaient en extérieur. Enfin, on n'était vraiment plus dans les normes d'accueil qu'on peut attendre aujourd'hui. Et donc on a lancé une pré-étude pour savoir dans quelle mesure on pouvait étendre l'école primaire qui avait une dizaine d'années pour y loger les 4 classes de maternelle, une salle de périscolaire, une salle de périscolaire, oui, effectivement, une salle de baby gym et puis une salle de restauration. Et donc on a contacté à l'époque l'atelier Amélie Fontaine, qui nous a proposé une démarche qui nous a séduite et nous sommes allés de l'avant avec la consultation des habitants. Et le leitmotiv, c'était aussi de dire on a donné des éléments très techniques à l'atelier Amélie Fontaine. Nous avions 2 chaudières dans l'école primaire. Nous ne voulions pas ajouter de chaudières. Et nous voulions un bâtiment simple à exploiter, simple à entretenir et peu énergivore. Donc je vais vous parler un petit peu de cette démarche participative. On a organisé 4 tables rondes différentes. Vous avez quelques images ici. L'enjeu, c'était de faire de la pédagogie avec un public varié. C'était pendant la période de Covid, donc on avait un nombre de personnes assez restreint qui pouvaient participer. Mais on a organisé des tables avec des thématiques. Donc une première thématique sur les matériaux qu'on peut employer. L'idée, c'était de découvrir les différents matériaux, à la fois les matériaux traditionnels, mais aussi de découvrir tout ce qui était matériaux biosourcés pour faire de la pédagogie sur la qualité d'air, sur le côté écologique de ces matériaux. Il y avait ensuite une petite table ronde de travail autour de la maquette, ce qui nous a permis en fait de décider en fait tous ensemble de ne pas étendre le parking existant de l'école primaire. Et en fait, cette économie de non-extension du parking a été remise, le budget a été remis dans l'école. Et il y avait également énorme... C'est bizarre le son, non ? Ça va ? Il y avait également tout un travail qui est ressorti des tables rondes sur l'idée d'une promenade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup la démarche, quand on amène son enfant à l'école, de le jeter de la voiture. Et là, l'idée, c'était de prendre le temps d'amener son enfant à l'école en marchant avec lui, en étant dans le paysage, en profitant du cadre rural. Et donc, on a mis en place également des tables où on faisait de la pédagogie sur l'architecture. Donc, on montrait des exemples d'écoles existantes, comment ça fonctionne en Suède, comment ça fonctionne en Allemagne, en Autriche. Et ça nous a aussi permis d'ouvrir complètement le champ des possibles de ce qu'on pouvait mettre en place et d'avoir aussi un élément d'échange avec à la fois les enseignants, les élus, mais aussi des parents d'élèves pour recueillir un maximum d'éléments sur les enjeux de la construction.
Et à ce stade, on était dans l'étude de faisabilité ou on était déjà dans la conception du projet? Alors à ce stade, c'est vraiment de l'étude de faisabilité. Ça, c'est pour moi une des particularités du territoire rural, c'est qu'on a très peu d'ingénierie, on a très peu d'assistants à maîtrise d'ouvrage. Et donc, nous, les architectes, on est consultés pour aider les communes à monter leur programme. Alors moi, je ne le fais pas forcément de manière traditionnelle. Je leur propose systématiquement ces temps de partage conjoint qui permettent de co-concevoir le programme du projet plutôt que d'imposer une vision, quelle doit être l'école de demain. En fait, c'est eux qui ont décidé de comment devait être l'école. Voilà. Et après, on a évidemment été remis en concurrence dans le cadre d'un marché public. Merci. Peut-être dire un mot justement sur cette démarche qui est peu commune pour faire entrer le projet et faire participer les citoyens pour savoir quel programme. Oui, alors, comme nous n'avions pas soumis au vote de nos habitants ce projet d'école, qui est un projet quand même important, la commune a un budget de fonctionnement d'1,8 million par an. Et ici, on est sur un projet quand même de 4 millions à la fin. Donc, c'est un investissement extrêmement important pour la commune. Et la précédente phase de l'école avait apporté pas mal de conflits dans la commune. Et donc l'idée, c'était aussi d'emmener les habitants avec nous, les associer aux différentes phases de réflexion du projet, pour qu'ils puissent s'approprier le projet et nous suivre dans cette démarche. Donc je pense que c'est aussi important. Il y avait le retour d'expérience technique des usagers qu'il fallait prendre en compte, mais il y avait aussi cette appropriation dont il fallait trouver un moyen d'exécution finalement dans le village pour que nos habitants puissent s'associer au projet, y adhérer et le suivre. Merci. Et donc du coup, la procédure finalement a été lancée dans le cadre d'un appel d'un marché public classique, en procédure adaptée, où finalement la remise en concurrence en tout cas a été actée et active, mais vous avez finalement été retenu parce que vous vous êtes battu pour un projet dans lequel il y avait beaucoup d'espoir. Oui, on a eu 5 architectes à l'époque qui ont concouru et qui n'étaient, je dirais pas qu'ils n'étaient pas bons, mais Comment ? Ah non, pas très nombreux, mais il y avait des projets qui étaient totalement en dehors de ce que nous avions demandé. Et des projets qui étaient un peu moins aboutis aussi que la démarche proposée par Amélie Fontaine. On a beaucoup regardé quelle était la promesse des architectes, quelle était leur méthode, leur retour d'expérience aussi, pour faire notre choix. Et aller choisir le cabinet qui nous paraissait offrir le meilleur rapport qualité-prix, puisque nous avons pris en considération les données techniques et le prix. Le prix n'est pas le seul argumentaire. Aller au moins cher, c'est pas forcément aller à moins cher à la fin. Merci. Alors, après, il y a du coup le démarrage du projet et finalement le programme et quelques exigences spécifiques du maître d'ouvrage. On peut en parler, mais Amélie peut-être peut répondre sur le sujet. Et en fait, ces exigences ont permis d'emmener le projet encore plus loin. Donc, je vous invite à présenter. Et en parallèle, je voulais juste préciser au public qu'il y a un petit film sur votre droite qui défile et qui est en fait l'histoire aussi de ce même projet dont on est en train de parler. Alors, ce qui n'était pas du tout typique dans la commande de la commune, c'est que c'était la volonté de faire un bâtiment exemplaire. On a beaucoup regardé aussi l'école qui était existante et monsieur le maire a énoncé tout ce qu'il ne voulait plus. Donc ça, c'était très clair pour moi. Et une des contraintes par rapport, par exemple, à quelle réglementation thermique, jusqu'où on va dans la réglementation thermique, parce que moi, je suis plutôt à proposer des démarches passives et très performantes. Là, le principe, c'était de dire, il y a déjà des chaudières existantes, il n'est pas question de rajouter des chaudières, il faut utiliser la surpuissance des chaudières de l'école existante pour l'extension de l'école et donc pour l'école maternelle. Donc ça nous a indirectement emmené vers du passif, ou alors pas labellisé, mais très performant sur l'école maternelle. Donc ça, c'est un peu une démarche atypique où d'habitude on a un très long cahier des charges. Là, on avait plutôt des listes de choses, d'ambitions en fait, qui nous permettaient aussi d'aller vers plein d'orientations sur le projet. Et après, le projet, comme on avait commencé aussi en table ronde, il a été vraiment battu et partagé sur la conception. Il y a eu pas mal d'allers-retours, mais avec toujours une logique de compréhension
de ce que je proposais et pourquoi je le proposais, avec à chaque fois avantages, inconvénients. Beaucoup d'échanges pendant le projet. C'est pas forcément classique parce que d'habitude on est un peu tout seul et on rend notre phase et on nous la valide. Là, en fait, on se rencontre, on échange, je montre l'avancement et on échange sur cet avancement. Et c'est aussi une méthode un peu plus collaborative qui est aussi très agréable pour avancer dans le projet. Je peux peut-être parler un tout petit peu du projet, du coup. C'est un projet qui est dans le territoire rural du sud du nord. Voilà, donc on a la chance d'être dans un territoire bocagé assez extraordinaire dont vous voyez une photo ici. Et un des enjeux, c'était que l'école qui a été construite il y a 10 ans était une école HQE qui prenait les apports solaires. Donc il n'était pas question de venir s'implanter devant et de faire masque solaire pour la première école. On était sur une parcelle contrainte avec une pente, ce qui n'est pas forcément très courant dans les Hauts-de-France. Et donc on y a tiré un atout de venir s'encastrer dans le sol, ce qui n'est pas forcément l'évidence quand on veut construire de manière très écologique, parce que du coup on doit recourir à beaucoup de terrassement. Et donc un des enjeux a été de dire comment ce terrassement qu'on doit absolument faire pour une question de bon sens d'implantation va servir dans l'école. Donc en fait on s'est assez vite orienté vers une construction en bois et en paille. En bois, je pense que tout le monde était assez convaincu dès le départ. Et en paille, il y a eu un consensus au moment des tables rondes. Et on est aussi dans un territoire où il y a des plateaux céréaliers, où il y a de la production de paille, où on pouvait valoriser cette ressource. Là, vous voyez le petit schéma en bas à gauche ici, où on voit l'extension en orange, l'extension qui se raccorde sur la chaufferie existante, qui est déjà une chaufferie à valeur ajoutée, dans le sens où c'est une chaufferie bois pelé, donc il y avait déjà eu un effort assez important de fait. Et vous voyez au-dessus le système de double shed qui permet de construire vraiment bioclimatique, et on a associé ventilation mécanique parce qu'il y avait des très forts enjeux de qualité d'air intérieur, donc on a énormément regardé les matériaux, mais aussi le renouvellement d'air par deux moyens, à la fois par le naturel, la surventilation nocturne, et mécanique, voilà. Ça nous a aussi guidé du coup vers les matériaux. Donc le bois, on était dans un appel à projet bois d'essence régional. Donc là on a candidaté. Moi j'avais déjà une expérience de construction en chêne et en peuplier, et donc on a souhaité réitérer. C'est une filière locale en cours de déploiement. Et sur la commune de Gomny, il y a énormément de peupleraies. Donc ça faisait sens de dire on va essayer d'utiliser un bois qui est issu du territoire. Donc toute la structure intérieure est en peuplier, qui est un bois très clair et très tendre, alors que tous les caissons périphériques sont isolés, sont plutôt en résineux et isolés en paille. Donc là, on est aussi contraint par la capacité de la filière à fournir la quantité de bois. Et ensuite, la deuxième démarche en parallèle, qui au départ était peut-être un peu folle, on a fait des études de sol entre Noël et Nouvel An, une année. Et avec le géotechnicien, j'ai regardé la qualité de l'argile, et en discutant avec le géotechnicien, on s'est dit il y a peut-être moyen d'utiliser l'argile pour la construction. Moi, je m'étais formée chez Amaco et je rêvais depuis un moment de faire de la construction terre. Et j'en ai parlé à monsieur le maire qui a tout de suite adhéré. Et en fait, dans les vœux de cette année-là, j'ai découvert qu'il y avait un lancement d'un chantier participatif en terre. Donc, ce qui était assez drôle, c'est que c'était une idée qu'on avait commencé à émettre et qui a été reprise tout de suite. Et du coup, après, il a fallu le faire. C'était ce qui est assez exceptionnel, c'est que dès qu'on émet une idée, elle est très écoutée, et on peut la discuter pour voir jusqu'où on peut aller. Donc on a commencé par faire des sondages sur le terrain pour voir si le sol était uniforme. On a très vite constaté que en fait, la première école avait remblayé le site sur 1,50 m. Donc ça, c'est pas du tout typique à la campagne, c'est qu'on estime qu'on est sur un terrain vierge de construction. Mais en fait, là, sur 1,50 m de hauteur, on avait des bouts de parpaing, des bouts de cailloux, du mélange de terre végétale et d'argile. Donc en fait, c'était inexploitable pour la terre crue et pour l'utiliser dans la construction. Donc on a dû descendre à 1,50 m. Donc en fait, dans la construction de l'école, on creusait à peu près 3 mètres, c'était valorisable parce qu'on allait plus bas que ce qu'on faisait habituellement. Ouais. Et on a mis aussi cette photo parce que historiquement, les maisons du territoire étaient construites par des micro-briqueteries à ciel ouvert. Donc il y a une culture de l'utilisation de la terre, alors plutôt de la terre cuite, mais un petit peu de la terre crue qui n'est pas du tout visible en fait sur le territoire, mais qui existe. Et c'était aussi la volonté de remettre un peu au goût du jour cette technique. Vous voulez parler du chantier paille ?
au-delà des briques en terre crue, on a effectivement valorisé également la paille locale. Alors nous avions trouvé un champ à Gomny, mais il a été ravagé par les sangliers. Raison pour laquelle nous allons encourager les habitants à faire plus de pâté l'année prochaine, parce que nous devons absolument lutter contre cette prolifération de sangliers, qui est un autre sujet que celui qui nous occupe aujourd'hui. Mais nous avons trouvé un autre champ avec les mêmes agriculteurs à 7 km de la commune. Et donc nous avons pu, avec l'aide de 3 agriculteurs différents, qui avaient encore des anciennes machines telles que celles que vous voyez sur l'image, qui avaient les machines qui permettaient de faire les ballots de paille pour être exploités en construction, sachant qu'il a fallu pousser un petit peu les limites de chacune des machines, puisque là, nous demandons à avoir la construction paille demande à avoir une densité très forte de paille. Et donc il a fallu serrer tous les réglages des machines. Et les ballots que l'on ramasse traditionnellement à la main et que nous avons ramassés à la main étaient beaucoup plus lourds que d'habitude en termes d'agricole. Mais en tout cas, il faut noter quand même qu'on a fait appel aux adolescents de la commune qui sont venus l'été ramasser ces ballots, ramasser 3500 ballots en 2 jours. Il fallait quand même le faire. Et donc, il faut aussi saluer l'implication de la population et au-delà des habitants d'ailleurs de Gomny, puisqu'on a des personnes qui sont venues de la région lyonnaise, on a des personnes qui sont venues de la Picardie, de la région parisienne, de Lille. Ils sont tous venus participer à ces chantiers de construction de briques et de ramassage de paille. Donc on était en chantier purement participatif. Mais alors comment ça marche dans la commande publique ? Est-ce qu'il y a des freins, des limites ? Comment est-ce que vous avez pu aller au-delà de... Alors là, on ne parle plus de commande publique. C'est la commune qui fabrique ses briques, c'est la commune qui fabrique sa paille. On a passé un accord local avec les agriculteurs sur le prix du ballot de paille récolté. Et puis ensuite, par contre, dans le marché, il y avait un impératif, c'est-à-dire que l'entreprise qui prenait le marché de construction des blocs avec la paille s'engageait à reprendre nos ballots. Donc l'entreprise qui a gagné a effectivement effectué un transport de la paille qui était stockée sur Gomny pour l'emmener dans le Pas-de-Calais et l'intégrer au bloc. Je pense que ça, c'est quand même une des contraintes, c'est qu'on a quand même fait ces chantiers participatifs, mais on a sécurisé systématiquement par rapport à l'appel d'offres la nécessité que l'entreprise elle accepte de reprendre ses matériaux, qui étaient quand même fabriqués localement et pas des matériaux, on va dire, traditionnels. Et en fait, on a aussi demandé aux entreprises de chiffrer si jamais on avait eu un problème sur les chantiers participatifs. Si on n'avait pas réussi, on avait un plan B dans l'appel d'offres, parce qu'en fait, les chantiers participatifs ont été faits à peu près à la même période que l'appel d'offres dans des entreprises. Et on a quand même eu pas mal, sur la paille, on a quand même plusieurs réponses. Par contre, sur la terre crue, c'est aujourd'hui une filière qui est en devenir, où il y a encore pas mal de travail à faire dans les Hauts-de-France, je pense. On essaie d'avancer. Donc là, pour le coup, on n'avait eu qu'une seule réponse d'entreprise sur la partie terre crue. Et après, il y a un enjeu de rentrer dans les clous avec le bureau de contrôle. Ça allait arriver, je pense, la question. J'anticipe. Du coup, sur la paille, c'est très simple parce qu'on a les règles pro-paille. Et donc, à partir du moment où on utilise les règles pro-paille, alors ce qui n'était pas courant, c'est de le faire en chantier participatif. Du coup, moi, j'ai eu le rôle de venir vérifier les ballots une première fois dans le champ. Et l'entreprise avait l'obligation de, elle, vérifier tous les ballots. Donc, en fait, on a doublement sécurisé l'approvisionnement en paille. Et sur la terre crue, le principe, c'était de dire on ne fait pas des murs structurels en adobe. Donc, la technique, je ne sais pas s'il y a une photo finalement. Non. Donc, on les voit sur le film là-bas. Non, il n'y a pas de photo. Les adobes, en fait, la particularité, c'est qu'on n'a pas fait des murs porteurs en adobe, c'est qu'on a fait du remplissage entre les salles de classe. Ça nous permettait d'éviter que le bureau de contrôle nous demande des justifications. Et on est aussi dans une école en 5e catégorie où on n'a pas l'obligation de coupe-feu entre les salles de classe. Parce que forcément, la terre mélangée à la paille, on aurait dû faire des tests au feu sur les adobes. Et là, ça aurait été compliqué. Donc, on a eu la chance d'avoir un bureau de contrôle qui voulait bien faire une étude de risque. Donc, on est en zone sismique 3 aussi dans l'Avesnois. On n'a pas que des avantages. Donc, et cette zone sismique-là, elle nécessite un certain nombre de calculs. Et donc, le bureau de contrôle a accepté qu'il y ait une étude de risque, dans la mesure où on était accompagné par un bureau d'études terre, et qui nous a permis de mettre en place des renforts de liaisonnement des blocs de terre crue avec les poteaux.
C'est une technique qui a été mise en place pour le chantier et qui a été validée par le bureau de contrôle. Donc ça nous permet aussi d'avancer, et il nous a limité la hauteur des murs à 2,30 m sur 5 mètres de large. Donc ça paraît pas beaucoup par rapport à la construction, mais c'est déjà énorme d'avoir réussi à les faire dans cette école-là. Et il y a eu tout un travail avec l'acousticien pour dimensionner la bonne taille d'épaisseur de terre crue, parce qu'on ne voulait pas ajouter de sable. On n'a pas de ressources en sable dans l'Avesnois, et donc l'idée c'était de ne pas aller chercher le sable du Rhin pour l'ajouter dans les briques. Donc on a travaillé sur l'épaisseur de la brique et la paille pour avoir la bonne densité et avoir la bonne acoustique. Donc là, c'est aussi une équipe de maîtrise d'œuvre qui est complète. Il y a un bureau d'études structure bois qui est dédié structure bois. Il y a un bureau d'études terre qui a été rajouté dans l'équipe. Moi, je suis formée Propaille. Je suis formée à la terre crue également. On a un acousticien et on a un ingénieur thermique qui était formé Passivaos. Et moi, je le suis aussi. Donc en fait, il y a aussi une équipe derrière qui partage les mêmes valeurs pour répondre à la commande. Et l'entreprise aussi qui a posé l'isolation des bottes de paille était bien sûr formée Propaille. Alors on impose maintenant systématiquement que l'entreprise soit formée Propaille pour des questions d'assurance. Et donc on a la chance d'avoir dans le Nord beaucoup d'entreprises qui sont maintenant formées Propaille, parce que sinon ils ne peuvent pas répondre à nos marchés. Moi, c'est une de mes spécialités. Je construis que en paille, donc ils savent s'ils veulent venir sur les marchés. Il faut être formé Propaille. Et du coup, ça a aussi fait monter aussi en qualité et en compétences, en qualité, la mise en œuvre des ossatures. On n'a aucun problème sur nos chantiers. Et en compétences, ils sont aussi contents d'aller vers d'autres techniques sur la construction. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une certaine souplesse d'aller-retour entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le fait que le bureau d'études à Mako ait été rajouté. En fait, le projet paraît tellement fluide qu'on se demande quand est-ce que sont les différents éléments de négociation ou de rajout qu'on peut apporter au projet. On avait échangé en amont de cet échange et on avait parlé des freins et qu'est-ce qui avait pu finalement, lors de vos échanges à vous, permettre de lever ces freins. Comment est-ce que parce que vous m'avez dit qu'il y avait 0 frein, mais en réalité, en creusant un peu, on a senti quand même que finalement, vous avez réussi à soulever des montagnes, mais justement par cette collaboration et par cette équipe qui va aussi jusqu'aux entreprises pour réussir à faire ce projet. Alors oui, la commune n'a pas pris d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Parce que finalement, comme je travaille dans le privé, dans des projets technologiques, j'ai mis au service de la mairie mes compétences que je peux avoir par ailleurs, et je suis pour l'échange direct. Donc nous avons continuellement, au cours du projet, maintenu la communication à toute heure du jour et de la nuit, maintenu le lien de communication entre le maire et l'architecte, et chacun dans son rôle. Je pense que ce qui est important, c'est que si je prends un architecte, c'est pour faire des calculs à ma place. Ce n'est pas pour que je puisse derrière remettre en cause les éléments techniques qu'elle met sur la table. Par contre, moi, je suis là sur les éléments de projet, les choses qu'on intègre, les choses qu'on n'intègre pas. Et ça, par rapport au budget, effectivement. Mais chacun a tenu son rôle. Et par rapport aux entreprises, pour moi, les entreprises étaient pilotées par l'architecte et jamais je ne suis allé voir les entreprises et jamais je n'ai accepté que les entreprises viennent me voir pour arbitrer quelque chose, un conflit qu'ils pouvaient avoir avec l'architecte. Ce qui ne nous empêchait pas de discuter par derrière entre nous, mais c'est à l'architecte de piloter les entreprises et ce n'est pas au maire de court-circuiter l'architecte. Ce qui nous a permis quand même, en travaillant bien en amont, de livrer en temps et en heure le chantier. On avait prévu une rentrée après les vacances de Pâques et la rentrée a effectivement eu lieu tout juste, mais elle a eu lieu en temps et en heure, et je pense que ça c'est important, c'est de pouvoir dire aussi que on n'est pas obligé de mettre 10 années pour faire une école. On peut faire une école en 4 ans. À partir du moment où on a l'idée de faire une étude, et le moment où on a livré l'école, il s'est passé 4 ans.
une des particularités sur ce chantier, c'est qu'on a essayé quand même de faire collaborer les entreprises ensemble. Il y a beaucoup d'entreprises qui découvraient alors, des lots secondaires. Par exemple, l'électricien découvrait complètement la construction paille et la constructeur. Donc il y a eu un enjeu de travailler ensemble, de dialoguer ensemble. Et je pense que c'est aussi une des clés de réussite, c'est que les entreprises, à un moment, elles ont compris l'enjeu du projet, ce qu'on attendait d'eux. Et je pense que ça a aussi fait monter l'envie de faire conjointement cette expérience. Ils nous ont complètement suivis. Alors évidemment, il y a eu des hauts et des bas sur le chantier, comme sur tout chantier. Et là, ce qu'on voit aussi à l'écran, c'est qu'il y a eu un certain nombre de chantiers participatifs aussi pendant la construction, et notamment sur les extérieurs, où on a proposé que les plantes soient plantées avec les enfants de l'école le samedi matin. Donc ça a été quand même un grand succès. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de parents, beaucoup d'enfants qui sont venus participer à cette action, et la mairie en a profité aussi pour aller plus loin dans... Nous, on avait juste travaillé sur la partie du parvis de l'école, et finalement, il y a eu une décision de végétaliser encore plus les accès de l'école et la cour de récréation existante de l'école primaire. Donc c'est aussi un dialogue qui a permis d'aller encore plus loin dans le projet initialement prévu, quoi. Oui, vous aviez parlé aussi de la recherche de la ressource des arbres, des peupliers, où vous souhaitiez utiliser ceux de la commune, et finalement là vous vous êtes quand même retrouvé confronté à un petit frein. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, c'est une commune où il y a beaucoup de peupleraies, et donc moi j'avais déjà eu l'occasion de construire en peuplier, et je me suis dit ce qui serait absolument génial, c'est de prendre la ressource de la commune, de faire sécher et de tester les bois, parce que pour le peuplier on est obligé de tester tous les bois. Et donc on a une remorque dans les Hauts-de-France qui est une remorque de test de la résistance mécanique des bois qu'on ne pouvait déplacer sous réserve de trouver le bois de la ressource. Donc on a visité énormément de peupleraies. Il faut avoir un cultivar qui est le Robusta. Et on avait finalement trouvé peut-être une peuplerée, mais qui n'était pas accessible et dont on ne voulait pas couper les arbres. Donc on est revenu dans une filière un peu plus classique. Mais ce que je trouve intéressant, pour moi, dans mes retours d'expérience, c'est de l'avoir testé et de se dire, en fait, on aimerait être ultra local, mais parfois c'est un peu des contradictions par rapport aux enjeux et temporalité du projet. Voilà. Il a été livré quand, le bâtiment ? De mémoire, on a fait la rentrée le 6 mai 2024. Et on a été élu le 23 mai 2020. Donc là, ça fait un peu plus d'un an que les élèves vivent dedans. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, d'usage du corps enseignant et des enfants par rapport ou même des familles, par rapport justement au projet qui a été élaboré d'un point de vue participatif ? Alors la rentrée s'est très bien passée, il faut quand même savoir que c'est des enfants de maternelle, donc l'arrivée à l'école est toujours un petit peu difficile quelquefois. Le fait d'avoir intégré les enfants à la construction de l'école et les familles a fait, quand les enfants sont arrivés, on a l'impression qu'ils arrivaient chez eux. Donc le déménagement s'est très bien passé, et une des enseignantes m'a dit le soir même de la rentrée, c'est la première fois depuis... qu'elle était enseignante, elle est partie en retraite 2 mois plus tard, donc ça faisait un moment quand même. C'est la première fois que je peux chuchoter dans ma salle de classe. Parce qu'on a fait aussi un gros travail acoustique, un travail sur le confort. Et donc aujourd'hui, les enseignants, les enfants, le personnel communal d'entretien, d'accompagnement, disposent d'un équipement qui offre des conditions de travail assez exceptionnelles, ouvert sur l'extérieur. Et c'est finalement tout le lien entre ce bâtiment et la vie qu'on peut y trouver à l'intérieur. Le bâtiment, il a été construit dans le respect de son environnement, en se posant les questions sur les matériaux qui existaient autour du site et que l'on pouvait utiliser dans la construction. Et aujourd'hui, il offre un rapport à l'extérieur, un rapport à la nature, qui incite aussi finalement les usagers à se poser la question. Et finalement, quand je vis, quand je fais quelque chose, je ne dois pas m'empêcher de faire quelque chose, mais c'est quoi mon impact sur l'environnement dans lequel j'évolue, et ça va être quoi l'impact sur les années à venir. Et c'est toute l'histoire de ce bâtiment finalement, c'est de dire, c'est un bâtiment qui éduque nos futurs enfants, nos futurs adultes qui prendront des décisions dans un environnement qui a été conçu vraiment dans le respect de l'environnement et en imaginant toutes les évolutions de cet environnement par rapport aux hausses de température, aux variations importantes, etc. Enfin, il y a beaucoup d'exemples à prendre en compte. On n'en a pas parlé, mais la cour, elle est à moitié végétalisée. L'autre moitié qui a été artificialisée, elle a été artificialisée, mais avec un revêtement
microporeux, totalement perméable. Il n'y a jamais une goutte d'eau en surface sur cette cour. Tout passe à travers immédiatement. Et le dernier enseignement, c'est que la directrice d'école m'a dit qu'elle avait constaté environ 30% de bagarres en moins chez les enfants, parce qu'ils sont plus apaisés dans ce bâtiment. Ils ont de l'occupation à l'extérieur, c'est pas que du bitume. Ils ont de l'herbe, ils ont des arbres, ils ont des jeux. Et donc tout ça fait qu'on est dans un environnement beaucoup plus apaisé et beaucoup plus propice aussi finalement à un meilleur travail et à une meilleure vie tout simplement. Petit mot à ajouter. Peut-être qu'il y a des questions dans le public. Merci pour cette présentation. J'ai une question concernant la démarche participative au stade du projet. Qu'est-ce que ça, concrètement sur ce projet-là, qu'est-ce que ça a pu modifier, vous en tant qu'architecte, dans votre démarche de conception, qu'est-ce que ça vous a apporté, ou même vous en tant que maire dans le programme? Alors, je pense que moi j'ai mes convictions personnelles sur un certain nombre de choses. Et l'idée, c'était d'arriver à convaincre que c'était la bonne manière de construire, mais pas imposer. C'est-à-dire d'expliquer toutes les possibilités et d'essayer de démontrer qu'avec un certain nombre d'éléments, on allait faire mieux. Alors moi, c'est un exercice assez simple. Si vous mettez dans les mains des gens un morceau de polyuréthane et un morceau de laine d'herbe, tout le monde intuitivement va vous dire la laine d'herbe, j'aime beaucoup ce matériau, donc je le cite encore, Gramiterm, c'est plus naturel, c'est plus sain que le morceau de polyuréthane. Et en fait, on a instinctivement plein de réflexes comme ça, que quand on commence à les activer, il y a plein de bon sens qui arrivent. Et je pense que c'est une manière de travailler où on essaie de ne pas imposer. Après, moi, j'ai fait énormément de formations pour arriver à décortiquer tous ces éléments-là. Mais par exemple, là, on voit sur la photo, on a une petite maquette où on demande aux gens de faire une conception bioclimatique. Et donc, on leur a mis à disposition tout un tas de parois, tout un tas d'éléments, et on leur demande d'essayer de concevoir un volume bioclimatique. Et en fait, ce qui est absolument génial, c'est que tout le monde, si on réfléchit bien, sait concevoir, parce qu'en fait, on sait tous que quand on est exposé à l'ouest en fin de journée, on va avoir un peu de surchauffe, que si on se protège du sud, en fait, c'est des réflexes qu'on a dans nos maisons et qu'on peut activer dans les bâtiments publics. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, par exemple, il y a un groupe qui a sorti les blocs de terre crue. Alors évidemment, on met aussi à disposition tous les éléments qui peuvent aller vers cette construction un peu différente, mais une fois que c'est sorti, il y a une espèce de conviction que ça peut, que les gens sont convaincus que c'est la bonne manière de faire. En fait, cette petite maquette, on a simplement une lampe, et c'est soit moi, soit le bureau d'études thermiques, on passe la lampe en hiver et en été, et on explique qu'est-ce qui va se passer sur le bâtiment. À tel moment, ça va chauffer, à tel moment, on va avoir des apports solaires, à tel moment, on va peut-être avoir trop chaud, et du coup, les gens remodifient la maquette en remettant des arbres, en remettant des débords de toit, et ça, c'est vraiment de la pédagogie, et je pense que par la pédagogie, on fait passer énormément de messages qui sont utiles après dans le projet, où on est moins en train d'imposer. Je comprends bien cette démarche justement de pédagogie, mais est-ce que c'est que dans un sens? Quels sont les apports vers l'architecte? C'était ça ma question. Alors, dans les apports, il y a beaucoup d'apports sur l'usage, parce qu'on est tous allés à l'école, dans des écoles très vieillissantes. On a tous vu plein de projets d'école, mais en fait, quelle est l'école adaptée à tel village, à tel enseignement, à tel groupe de personnes qui s'occupent des enfants? Et en fait, on a eu plein d'apports sur comment je veux enseigner, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma salle de classe, comment je veux que les enfants dorment. Par exemple, il y a un exemple à Gomny, c'est qu'on nous a expliqué qu'il y avait un petit groupe d'enfants, d'une quinzaine d'enfants qui dormaient très tôt et beaucoup plus longtemps, et un autre groupe beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça nous a permis de différencier des espaces simplement avec un rideau. Et donc ça, c'était vraiment des apports pour le projet. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'éléments du projet qui paraissent entre guillemets atypiques, mais qui en fait ont été des apports. Il y a un autre exemple qui est les sanitaires. On a des sanitaires légèrement atypiques. Maintenant, tous les autres élus du territoire me demandent comment je vais faire les sanitaires dans leur école. Mais on a des sanitaires qui sont très ouverts en lien avec, c'est une école maternelle. Et en fait, ce qui est ressorti des tables rondes, c'est que tout le monde nous disait c'est très compliqué pour nous, on n'est pas nombreux et on a besoin de surveiller les enfants quand ils sont dans la classe. Je ne peux pas quitter ma classe pour aller surveiller un enfant qui est aux toilettes. Il y a des ATSEM évidemment, mais les ATSEM, quand il y a 30 enfants par classe, c'est compliqué d'être avec tout le monde. Donc en fait, on a énormément travaillé sur le lien visuel entre la classe et l'endroit où l'enfant se rend. Et ça va aussi dans le sens de
du perfectionnement de la propreté en maternelle, et ça fait des enfants très autonomes. Enfin, moi, quand je retourne dans l'école et on les voit se lever du dortoir, aller aux toilettes naturellement, se laver les mains et retourner dans leur classe, il y a une espèce de cycle vertueux. Et je pense que ça, si on n'avait pas eu les échanges avec les enseignants, avec le personnel de la commune, on ne serait pas allé aussi finement dans cette démarche-là. Mais je pense que Monsieur le maire a envie d'ajouter un mot là-dessus. Non, sur les sanitaires, tout se passe bien maintenant. On a eu... les parents n'en voulaient pas, et quand je leur ai expliqué que les parents n'avaient pas accès à l'école, ils se sont aperçus qu'effectivement, ils ne verraient pas les enfants aux toilettes, donc tout va bien. Non, mais c'est vrai que le chantier, les tables rondes, elles ont amené du réglage, en fait. L'architecte a pu pédagogiquement transférer vers les habitants les méthodes vertueuses pour la construction, expliquer pourquoi on allait utiliser peut-être tel et tel matériau, sachant qu'aux tables rondes, rien n'était fixé, mais qu'après les tables rondes, quand on a fait les choix, il n'y a pas eu vraiment de questionnement parmi les habitants, même au conseil municipal. C'est passé relativement bien. Il y a quelques élus qui sont ici, et le projet est passé à l'unanimité même de l'opposition. Mais par contre, tout ce qui est réglage technique, organisation interne du bâtiment, éclairage même parfois, quelle utilisation on va faire des pièces, comment on va pouvoir concevoir une pièce qui sera utilisée par tel et tel service en fonction de leurs besoins. Tout ça, ce sont les tables rondes qui l'ont amené. Et le lien permanent, parce qu'après table ronde, on a continué aussi à présenter aux étapes importantes le projet et demander le retour des futurs usagers. Il y a trop d'architectes qui font des bâtiments qu'on ne sait pas utiliser. Oui, bonjour. Moi, j'ai encore une question. Donc, manifestement, le projet coche beaucoup de cases pour la qualité architecturale. Et est-ce que ça implique un investissement important de la part de la mairie ? Est-ce que c'est une dépense de plus par rapport à un projet qui est peut-être moins réfléchi ? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait peut-être même des économies à terme grâce à toute cette réflexion ? Alors maintenant, on fait des économies en termes d'utilisation du bâtiment. On a besoin de moins de personnel pour l'entretenir par rapport à avant. On a besoin de moins de personnel pour le faire tourner. L'investissement, il est essentiellement en temps. Il faut que ça a fonctionné parce que les élus de Gomny étaient largement impliqués dans le projet et ont travaillé main dans la main avec l'architecte. L'investissement, il est là en fait. C'est finalement quand vous faites votre propre maison, et vous travaillez avec l'architecte et avec l'entreprise qui construit votre maison et vous passez tous les jours sur le chantier. Là, c'était ça. On passait tous les jours sur le chantier. L'architecte aussi ? L'architecte aussi, même le dimanche. Enfin, dès que je l'appelais, elle venait quand même. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Alors, c'est pas tous les projets de l'agence qui sont comme ça, même si on a la chance de faire beaucoup de projets en bois, terre et paille. Mais moi, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à aller sur ce chantier, en fait. Donc, même quand je devais pas forcément y aller, j'y passais, voir comment ils ont avancé, ils ont fait ça. Et en fait, j'ai aussi remarqué qu'il y avait des entreprises qui ont éprouvé du plaisir à venir travailler là. À la fin, on a eu les entreprises qui travaillaient le samedi, dimanche parce qu'on n'avait pas le choix. C'est le premier chantier où ça s'est passé naturellement, où ils ont dit on va venir, on va le faire. Et après, c'est l'entreprise du village, donc ça a aidé, évidemment. Mais comment ? Ça eux aussi, oui. C'est une entreprise de Lavenois aussi. Donc je pense qu'il y a aussi une histoire d'ambiance. Ce qui est important, c'est de ne pas être tout le temps en train de se battre les uns et les autres. On a un rôle, nous les architectes, de défendre les intérêts de nos maîtres d'ouvrage. Moi, je le prends complètement, je crois. Je suis parfois pas très aimée de certaines entreprises parce que je suis un peu tranchante. Mais en fait, derrière, il y a une satisfaction en fait, de ça parce qu'on défend de l'argent public et on est en train de construire pour le collectif. Et moi, je trouve que la satisfaction, elle est vraiment importante dans le métier d'architecte aujourd'hui, de retrouver ce bonheur de construire. Moi, je suis enseignée aussi à l'école de Lille et j'essaie de transmettre ce bonheur de construire. Mes étudiants, aujourd'hui, ils ne veulent pas construire. Donc,
on a quand même un sérieux souci à se faire de se dire qui a envie de construire demain vu la complexité du métier. Et là, c'est un exemple dont j'aime beaucoup parler parce que c'est très riche en termes d'apport, aussi de retour d'expérience, mais aussi d'apport pour les entreprises, d'apport pour l'agence. C'est un projet en plus pour l'agence, mais aussi un retour d'expérience pour nous. On avance à chaque projet un pas en plus et ça a été un travail en duo et aussi avec toute l'équipe de la mairie qui d'ailleurs beaucoup sont là. Il y a Céline qui était là à toutes les réunions de chantier et qui relayait toutes mes demandes auprès de monsieur le maire. Et donc ça, c'est des leviers hyper importants dans un projet, d'avoir cette capacité à être écouté, à réagir aussi conjointement dès qu'il y a un problème, dès qu'il y avait un souci. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais on a su réagir conjointement, prendre les bonnes décisions. Et on n'est pas en train de s'écrire des QR commandés comme sur certains projets. En fait, on prend notre téléphone et on échange. Et ça, je pense que c'est quand même des méthodes de travail qu'il faudrait retrouver. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime travailler. C'est aussi pour ça que je suis dans la ruralité, parce qu'on a ce contact très fort avec les élus dans la ruralité qu'on n'a pas forcément en ville. En ville, on a souvent un certain nombre de gens en face de nous qui sont décisionnaires, mais pas totalement décisionnaires, et qui parfois ne comprennent pas notre travail. Et là, c'est extrêmement riche, quoi. Merci beaucoup. Un dernier mot de conclusion, monsieur le maire Non, mais en conclusion, on va recommencer puisqu'on se lance sur une halle. Une châle. Une halle qui devient salle par magie et qui à minuit redevient halle. J'ai l'impression que du coup, votre commune est devenue très attractive pour les équipes de maîtrise d'œuvre et que finalement, vous allez peut-être avoir plus de réponses sur ce projet. Alors, l'architecte est déjà choisi. Voilà, elle est à côté de moi. Et par contre, on lancera au mois de janvier, j'espère, l'appel d'offres pour les travaux. Merci beaucoup, merci pour cet échange et pour cette démonstration de finalement la qualité de l'implication de chacun qui est au service du projet et des usagers. Merci. Merci à vous.